Alors, pour poursuivre nos réflexions, j'aimerais maintenant inviter madame Maryse Chapdelaine, qui tient une maîtrise sur la participation citoyenne comme outil de développement durable. Après quelques années comme chargée de projet en transport actif et coordinatrice d'une démarche de revitalisation urbaine intégrée, RUI, madame Chapdelaine a rejoint la table de quartier Peter McGill comme chargée de projet en urbanisme participatif. Elle travaille à la démocratisation des instances et des processus de participation de la ville de Montréal, grâce à la sensibilisation, l'information, la concertation et l'autonomisation des résidents et résidentes du quartier Peter McGill. Madame Chapdelaine, la parole est à vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où se situe le secteur Peter McGill? Ça va me faire plaisir de vous le montrer sur une carte même. Oh, le... oui, donc, excusez-moi, puis les micros, ça marche pas très bien, mais ça va comme ça? Oui, OK. Je parle souvent trop fort, c'est pour ça. Voilà. Donc, quand on parle de Peter McGill, justement, pour vous situer, c'est à l'ouest, en fait, de l'arrondissement Ville-Marie. Donc, il y a quand même un assez gros district. Donc, c'est un peu pour vous situer le champ d'action, mais ce qui est considéré aussi souvent comme faisant partie intégrale là, du centre-ville. Le district de Peter McGill, c'est le cas. Donc, je voulais seulement vous faire une petite, une petite mise en situation de pas seulement mon district, mais de la question du centre-ville et de l'arrondissement Ville-Marie en général. Donc, ici, là, quand on parle de revitalisation, de pour qui on fait l'aménagement, qui participe, qui sont les nouveaux, ben, vous voyez là, déjà que la question du centre-ville, de notre district, il y a beaucoup de construction. Ça a déjà été nommé dans la présentation précédente. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui s'installent au centre-ville. Bon, principalement dans le district où moi je travaille. Donc, vous voyez, là, dans les dernières années, là, c'est presque 8 000 nouvelles constructions là, qui sont venues et avec autant, sinon plus, de gens qui se présentent. Évidemment, là, la répartition est pas, de ces nouveaux logements-là n'est pas égale. Ça signifie aussi, excusez, voilà. Quand on parle des logements sociaux aussi, je voulais vous faire une petite présentation, là, qui y habite. Donc oui, les nouvelles constructions, des nouvelles unités souvent petites, des lofts très chers. Quand on parle de répartition du logement social, bon, ça se complique un peu. Dans Peter McGill, tout est neuf. Il y a très peu de logement social. Par contre, on voit là, que dans la partie est, c'est déjà un parc plus intéressant. Pour nous, c'est un combat constant là, qu'on doit rappeler aux élus, au gouvernement, aux différents paliers de gouvernement, l'importance du logement social dans notre district. Il y a un grand taux de environ 62 en fait, de la population chez nous qui a un taux d'effort là, de plus de 30 c'est pas négligeable. On a aussi une plus grande proportion de locataires que de propriétaires. Donc, ça reste là, quand même très important là, comme enjeu chez nous. Euh, Excusez, il y a comme un délai. Voilà. Les projets de logements sociaux qui ont été livrés depuis 2013, quelque peu là, dans la portion centre-ville, encore une fois, le centre et l'est de Ville-Marie. Pas du tout chez nous, malheureusement. On continue de travailler fort. On attend encore la livraison de certains projets, mais c'est pas fait encore. Évidemment, hop, voilà. C'est pas une liste exhaustive, pardon. C'est seulement pour vous, comme quand on parle de l'aménagement pour qui, comment favoriser l'aménagement pour les populations, dans le fond. C'est sûr que on est quand même chanceux à Montréal. L'administration municipale croit sincèrement au développement social, à la participation citoyenne, à la transition écologique. Ce n'est pas le cas pour toutes les villes, puis ça n'a pas toujours été le cas pour Montréal. Donc ça, c'est quand même vraiment une chance qu'on a. On a un cadre financier qui est en santé. Ça aussi, ce n'est pas toujours le cas, mais ça donne une certaine liberté à la ville pour mettre en place des nouvelles réglementations,
faire, par exemple, s'assurer d'acheter des terrains, la réserve foncière, ce genre de choses-là. Le règlement 20-20-20, je tenais à le mentionner spécifiquement, quand on parle d'un centre-ville habité, c'est un outil très concret qui va pouvoir aider justement à relancer le centre-ville, puis à s'assurer qu'il y ait une certaine mixité, au niveau des résidents-résidentes du quartier. Heu, Évidemment, il peut y avoir quelques petites faiblesses. La rigidité réglementaire, c'est sûr que moi, en travaillant dans le milieu communautaire, on n'est pas à même de mettre en place nous-mêmes des solutions. On travaille en collaboration avec, différentes organisations, avec l'administration municipale pour proposer des solutions. Heu, Évidemment, parfois on se fait répondre: «Ah, on n'a jamais fait ça comme ça». Ce à quoi je répondrais peut-être que c'est la problématique, c'est qu'on devrait changer nos méthodes. Hem, il y a peu d'utilisation des projets pilotes. De plus en plus, par contre, on l'a vu avec, la pandémie, la mise en place de placettes, de placotoirs dans des endroits où ça avait jamais été considéré par le passé. Quand on parle d'aménagement d'espaces publics, là, on passe pas seulement à des parcs, ou des espaces en plein air, mais ça peut être, des services publics, là, comme des bibliothèques, des écoles, du logement social, même des cafés, des fois, peuvent être considérés comme des espaces publics. Donc, c'est de s'assurer là, qu'on peut utiliser ces espaces-là à bon escient puis optimiser leur utilisation. Il y a un certain manque de planification à long terme, selon nous. Au centre-ville, on a, par exemple, de grands sites hospitaliers qui vont être amenés dans les prochaines années à être requalifiés au complet. Les services hospitaliers sont parfois désuets, déménagent. Je pense, par exemple, au Royal Vic, mais même au Children. Il y avait malheureusement pas de planification de plan d'aménagement d'ensemble, par exemple, ou de vision sur qu'est-ce qu'on aurait pu y mettre ou qu'est-ce que les citoyens ou citoyennes auraient voulu y voir. Résultat, le jour où le terrain est vendu, la ville est plutôt à la remorque, en fait, du développement privé, plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, ça a été mentionné, là, on a un centre-ville habité, ça, c'est une grande chance. C'est pas courant. On a une mixité sociale aussi qui est super intéressante. La présence d'institutions d'enseignement supérieur, autant parce que oui, ça l'amène, des étudiants et étudiantes au centre-ville, mais aussi avec les opportunités de partenariat avec ces institutions-là, autant pour ce qui est de la recherche que même, le partage d'infrastructures, ou de services. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant d'explorer, là, dans les prochaines années. Puis évidemment, là, ça a été mentionné aussi, la disponibilité des espaces de bureau, pour le milieu communautaire, mais même pour les citoyens et citoyennes, ça peut représenter, des espaces publics qui n'existaient pas avant ou des espaces qui pourraient être reconvertis en espaces publics. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis finalement, bon, on l'a déjà mentionné, le manque de fonds en provenance des gouvernements, pour toutes sortes de services. On constate, par exemple, qu'il y a souvent des enjeux qu'on constate où c'est des politiques, par exemple, provinciales, mais les enjeux se vivent de manière concrète dans les quartiers, au niveau de la ville. La Ville de Montréal n'est pas nécessairement capable de répondre à ces enjeux-là en disant, ben, désolé, c'est pas notre sort, on va faire ce qu'on peut pour patcher, si on veut. Mais ça reste qu'il y a des fois certaines problématiques qui sont vécues localement, mais que les décisions se prennent ailleurs que chez nous. Donc voilà. Donc, ben, comment penser justement l'aménagement urbain au service des populations? Quand je mentionne de remettre les citoyens et citoyennes au cœur là, des démarches de planification, ce que je veux mentionner, en fait, c'est vraiment des approches top-down. On n'en veut plus. Les citoyens ne sont plus intéressés par ça. Les gens veulent une politique différente, locale. Ils veulent être impliqués. Ils sont les experts de leur quartier. Ça, c'est sans conteste. Donc, c'est à la ville, c'est aux instances municipales de traduire ces connaissances sensibles-là en démarche de planification urbaine, en plan d'urbanisme, en règlement d'urbanisme, et non l'inverse. Il faut que ça soit plus accessible. Les gens savent ce qu'ils veulent, savent ce qu'ils veulent pas, ils sont capables de l'expliquer, mais des fois, on a l'impression que, parce qu'ils n'utilisent pas nécessairement des termes techniques, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est l'inverse. La ville doit absolument être à l'écoute, de ces connaissances sensibles-là. C'est une mine d'or d'informations, en fait, quand on parle de planification et d'aménagement urbain.
Diversifier et repenser les modes de participation citoyenne. Je pense à aujourd'hui, c'est vraiment fantastique de pouvoir se regrouper. Il y a autant des professionnels que des citoyens et citoyennes. J'ai vu des gens qui étaient là avec des enfants. C'est fantastique. Ça reste que ça s'adresse parfois à des citoyens et citoyennes qui sont déjà connaissants, de ces enjeux-là. Donc les gens qui auraient leur opinion, qui ont des idées, s'ils connaissent pas déjà les termes techniques, ils vont se sentir intimidés de participer à ce genre d'événement-là. Donc il faut vraiment là que ça soit fait à partir des capacités des citoyens et citoyennes de diversifier ça et je parle aussi de la langue. Je sais que c'est quelque chose qui est très, qui peut être touché, mais ça reste que, il y a une communauté, immigrante à Montréal extraordinaire. C'est pas tout le monde qui apprend et le français et l'anglais, hem, au même rythme ou même quand ils arrivent ici, qui connaissent les langues officielles, malgré que le fait que Montréal est officiellement francophone. Moi, je sais que dans notre district, c'est un problème. Heu, L'arrondissement nous demande souvent, d'avoir comme la participation citoyenne, puis quand on leur dit: «Est-ce que vous pouvez traduire vos outils d'information?» C'est extrêmement complexe. Donc, comment on fait pour s'assurer que quand on fait de l'aménagement au service des populations, comment ces populations-là sont censées se sentir interpellées si, de toute façon, les outils sont complexes, ils ne sont pas dans leur langue, heu, les événements parfois se tiennent à des moments où, de toute façon, les citoyens ne participeront pas. Si c'est en journée, en semaine, les citoyens sont comme nous au travail. Heu, Quand c'est en soirée, ben, les familles qui sont allées chercher les enfants à l'école, ils n'ont pas le temps, c'est l'heure des devoirs, c'est l'heure du souper, c'est l'heure du bain, du dodo. Donc c'est aussi de se dire qu'il faut pas un seul lieu ou un seul espace public, il en faut divers pour ensuite que toutes ces informations-là soient colligées ensemble. Donc de penser qu'il y a un seul endroit qui peut répondre à tous les besoins de participation citoyenne, c'est, un peu utopique. Puis améliorer les partenariats avec le milieu communautaire, les institutions, ça reste que les organismes communautaires, comprennent bien les enjeux du territoire. C'est souvent le service direct avec le citoyen. Donc de voir comment les partenariats la connaissance des enjeux, des fois, peut être améliorée à travers, les partenariats avec le milieu communautaire pour l'arrondissement ou la ville. Puis, comment même ces organismes-là peuvent être, on va dire des catalyseurs un peu de participation citoyenne. Des fois, les gens ne sont pas intéressés à le conseil d'arrondissement. Par contre, de leur dire: «Ben, viens à ta table de quartier, viens au comité logement, viens». Et c'est des organismes qu'ils connaissent, ils sont déjà dans leur quartier. Donc c'est vraiment, d'aller chercher cette connaissance-là. Le rôle de l'espace public, tu sais, nous, on l'a vu là, durant la pandémie, les besoins du centre-ville, là, quand la minute qu'on a eu le droit de sortir de chez nous, les parcs étaient remplis. C'en était, je veux dire, presque dangereux parce que la question de la distanciation sociale était presque pas possible au centre-ville. Il y a un manque d'espace public. Puis là, je parle d'espace public, pas seulement des parcs, là, mais juste des lieux de rencontre. Donc, on le voit, là, c'est encore un créateur de liens sociaux. C'est encore important pour les jeunes et les gens en général. Le débat là, sur la sphère des réseaux sociaux, c'est bien beau, mais ça reste que c'est un besoin vital pour les gens de se voir face à face. C'est un idéal de transparence aussi dans le sens où il y a encore cette idée-là qu'il faut discuter en public, il faut débattre dans l'atrium public, il faut être avec les gens pour que le débat soit sain. Puis justement, la question de débattre derrière un clavier, ça amène pas. Mais quand on se voit face à face, on voit que c'est là que les croisements des savoirs sont les plus prolifiques, où on arrive avec des solutions concrètes qui peuvent répondre à différents besoins, alors que de le faire chacun chez soi, c'est pas optimal. Ça reste un lieu d'expression des personnes absentes des débats publics. Quand je mentionnais tantôt les besoins de diversifier un peu les modes de participation citoyenne, ça reste que l'espace public, c'est là où on voit les mouvements de société. Là, je pense Black Lives Matter. Là, présentement, il y a une organisation aux États-Unis qui était en train de travailler pour faire des manifestations pour le contrôle des armes. Chez nous, au centre-ville, toute la question des personnes en situation d'itinérance ou les personnes en situation avec des problématiques de santé mentale, ça reste que c'est dans l'espace public où ils peuvent exprimer leurs besoins, se faire voir, se faire connaître, mentionner qui résident au centre-ville. Souvent, on a cette tendance-là aussi à dire il y a les résidents puis il y a les itinérants du centre-ville.
les personnes en situation d'itinérance résident autant, sinon même plus, que certains résidents du centre-ville. Ils sont là 24 heures sur 24, ils connaissent tout du centre-ville. Donc, c'est de se dire que dans l'espace public, ces gens-là, ils ont une voix parce que justement, ils n'iront pas au conseil d'arrondissement, ils n'iront pas nécessairement, même dans les services des fois communautaires, parce que pour toutes sortes de raisons, et c'est très correct comme ça. Donc, on a encore besoin de l'espace public. Il faut que ce soit planifié. Tantôt, au début, je vous ai montré là, le nombre d'arrivées de nouvelles constructions. Ben, les écoles n'ont pas suivi, la quantité d'espaces verts n'a pas suivi, les services de proximité n'ont pas nécessairement suivi. Donc, il faut voir, est-ce qu'il faut établir, par exemple, un quota de gens pour 1000 personnes, il faut tant de pieds carrés de nouveaux espaces verts? C'est peut-être une solution, mais ça reste qu'on ne peut pas juste espérer qu'il va y avoir des nouveaux arrivants puis avoir pas d'espace public à leur offrir. Ça ne crée pas une qualité de vie, là. Vous pourriez gagner des millions et des millions par année. Vous avez besoin d'une école primaire à côté de chez vous pour emmener vos enfants à l'école, là. Ça reste que c'est quand même un besoin universel. Donc, voilà, j'ai fini. Merci.